La terre de Normandie conserve au milieu des prairies et des paysages bucoliques un patrimoine témoin d'une histoire riche. Celle-ci remonte au début du Xe siècle, lorsqu'en 911, le roi de France, Charles le Simple, dans l'espoir de se protéger des agresseurs nordiques, cède tous les territoires à l'ouest de la rivière Epte au chef viking Rollon. Ainsi, le traité de Saint-Clair-sur-Epte donne naissance à la Normandie, le pays des hommes du Nord. Cette région devient un duché dont hérite Guillaume le Conquérant, descendant de Rollon. Après une campagne victorieuse outre-Manche, il est couronné roi d'Angleterre à l'abbaye de Westminster. Lui et ses descendants sont donc à la fois duc de Normandie et souverain d'Angleterre. Cette situation fait de la terre normande une région frontalière qui, durant tout le Moyen-Âge, est rythmée par la diplomatie et les rivalités franco-anglaises. Par la suite, son histoire se mêle à l'histoire de France. Et après la guerre de 100 ans, les guerres de religion et la Révolution, c'est au XIXe siècle qu'elle connaît son plus grand essor économique. L'apparition du chemin de fer, notamment, permet de vendre aux métropoles les produits issus de l'élevage, et la Normandie, dans ce domaine, se forge une réputation. Cet âge d'or n'est pas exclusivement économique, et beaucoup d'artistes trouvent leur inspiration dans les paysages et le patrimoine de la région. Une richesse culturelle qui vient imprégner l'identité normande. Aux portes de la Normandie, au bord de l'Epte, la petite ville de Gisors a su préserver son charme et mettre en valeur son patrimoine médiéval. En plein centre-ville, son immense place forte a traversé 1000 ans d'histoire et 1000 guerres. Mais paradoxalement, ce sont les mystères qu'elle renferme qui l'ont menacée au XXe siècle. Dès le XIe siècle, les tensions entre royaume de France et duché de Normandie se font sentir. Chacun des deux camps va donc sécuriser son côté de la frontière, en construisant des châteaux qui se font face. L'Epte voit ainsi chacune de ces deux rives ponctuée de places fortes. C'est dans ce contexte qu'en 1097 est construit le château de Gisors sur les ordres de Guillaume le Roux, fils de Guillaume le Conquérant. Guillaume le Roux va faire appel au service d'un spécialiste qui s'appelle Robert de Bellême, qui est un grand seigneur du sud de la Normandie, Bellême étant une petite ville dans le Perche. Alors il ne faut pas s'imaginer le château de Gisors construit par Robert de Bellême tel que celui que l'on voit de nos jours. À cette époque, on construit beaucoup de châteaux de terre et de bois. Donc c'est ce qu'il faut s'imaginer à Gisors, une motte castrale avec probablement en haut des superstructures en bois, une palissade qui cerne le sommet de la motte, une tour en bois elle aussi qui sert de dernier refuge en cas de siège. En 1123, il y a une rébellion de seigneurs normands. Alors ça arrive souvent, et en général, quand il y a rébellion de seigneurs normands, il y a toujours le roi de France qui n'est jamais bien loin derrière. Il y a une querelle absolument permanente, donc à ce moment-là, les deux protagonistes sont du côté normand Henri Ier Beauclerc, et du côté français, le roi Louis VI le Gros. Et donc il y a une conspiration qui se forme, qui vise à tenter de prendre Gisors. Alors, ce n'est pas véritablement une attaque d'une grande violence, puisqu'on va d'abord essayer de la prendre par traîtrise. Les conjurés vont essayer d'attirer à eux le gouverneur de la place. Mais le gouverneur, lui, va sentir le vent venir et va choisir de se réfugier avec sa garnison à l'intérieur de la place de Gisors. Les conjurés vont bien tenter quelque chose, mais le roi-duc Henri Beauclerc n'est pas bien loin de là et il arrive assez rapidement avec son armée. Et lorsqu'il arrive, eh bien, les assiégeants ont d'ores et déjà décampé puisqu'ils savent qu'ils ne feront pas le poids, ils ne sont pas de taille à lutter contre Henri Beauclerc et toute son armée. À la suite de cette première menace et d'un incendie qui ravage Gisors, Henri Ier Beauclerc saisit l'opportunité de faire évoluer les fortifications de la place forte. Il remplace les structures en bois par de la pierre. C'est par exemple de cette campagne de construction que datent les premiers étages du donjon actuel.
Gisors se dote également d'un chalkip. Il s'agit d'une muraille circulaire couronnant une motte de terre pouvant abriter d'autres bâtiments, typique de l'architecture castrale britannique de l'époque. C'est ce qui est une constante dans l'histoire de Gisors, ça va être une course perpétuelle à l'armement. Tous les propriétaires successifs ne vont avoir de cesse, du fait justement de l'importance stratégique de la place, de faire évoluer son système défensif, parce qu'elle est véritablement le verrou du Vexin. Et perdre le Vexin, c'est ouvrir potentiellement la route de Rouen au roi de France. Et qui dit perte de Rouen, dit à terme perte de la Normandie, ce que, évidemment, ces gens-là ne veulent absolument pas. Et on a, au fur et à mesure du temps, eu une évolution des fortifications. Certaines ont été construites donc, par les ducs de Normandie, notamment l'enceinte. Et il y a également des tours qui ont été construites par Philippe Auguste, la tour du Diable et la tour dite du Prisonnier. Ensuite, au fur et à mesure de l'évolution des armes de guerre, il y a un boulevard d'artillerie qui a été construit. C'est le tertre en terre qui se trouve à l'extérieur du château, mais qui fait partie intégrante du monument. Donc c'est un élément qui a été ajouté au XVe et XVIe siècle. Aujourd'hui, on a des vestiges de certains bâtiments, mais d'autres ont totalement disparu. Notamment les logis royaux. On connaît leur emplacement, on a des éléments qui permettent d'attester de la manière dont ils étaient construits. En revanche, il n'en reste aujourd'hui plus aucune trace. Les caves à Gisors avaient une vocation de conservation des denrées alimentaires. Toutes les denrées qui arrivaient au château de Gisors passaient par la Barbacane. Au niveau de la Barbacane, il y avait un système de contrôle. Tout était noté et contrôlé avant d'être stocké dans les caves. Gisors va également un temps servir de dot. Le roi de France Louis VII et Henri II Plantagenet décident de négocier un mariage entre leurs enfants respectifs. La place de Gisors est remise en garantie, non pas à l'un des deux partis, mais à des chevaliers templiers, 3 au total, qui vont avoir la garde de cette dot en attente que le mariage soit célébré. Et le jour où le mariage sera célébré, la dot doit revenir à Henri Plantagenet. Mais Henri Plantagenet, c'est un malin. Donc il demande à Louis VII de lui confier pour l'éducation sa fille, ce que Louis VII accepte un petit peu naïvement. Et puis Henri Plantagenet en profite alors que les deux enfants sont extrêmement jeunes pour les marier dans la foulée. Ce qui fait qu'il reprend très tôt le château de Gisors. La précipitation de ce mariage est d'autant plus déplacée qu'au moment de leur union, les deux mariés ont à eux deux à peine 8 ans. Gisors ayant été régulièrement un enjeu entre les deux royaumes, l'endroit est le lieu tout indiqué pour les rencontres diplomatiques entre les souverains. Celles-ci avaient habituellement lieu sous un orme. Cet immense orme fait l'objet d'une véritable vénération de la part de Henri II Plantagenet. Il le fait cercler de métal et proclame que le sort de cet arbre et celui de sa personne sont liés. Lorsqu'est organisée une rencontre lors d'un été caniculaire, les Anglais sont à l'ombre du feuillage, alors que les Français étouffent dans leurs armures. Il n'en faut pas plus pour que la situation se dégrade, et les Français en viennent aux armes. Les soldats anglais sont obligés de se replier dans la forteresse. De rage, les Français abattent l'arbre si cher au cœur d'Henri II. Comme de fait, Henri mourra 1 an plus tard, et la Normandie sera arrachée au Ducroi une quinzaine d'années plus tard. Une autre rencontre se déroule à Gisors le 21 janvier 1188 entre Henri II Plantagenet et Philippe Auguste. Celle-ci aboutit à un succès diplomatique. Elle met fin aux hostilités et les deux parties scellent leur alliance pour unir leurs forces lors d'une 3e croisade. L'année suivante, Henri II décède, mais son fils Richard Cœur de Lion honore son serment et part pour Jérusalem le 4 juillet 1190 aux côtés de Philippe Auguste. Mais à son retour de croisade, les appétits territoriaux du roi de France ont raison de cette alliance.
En 1196, la situation a beaucoup évolué. Le roi Philippe Auguste, qui est un adversaire à la taille de Richard Cœur de Lion, a décidé de lancer une grande offensive sur l'est de la Normandie. Il a réussi notamment, par la ruse, à s'emparer du château de Gisors, entre autres places. Et les deux protagonistes vont encore une fois se retrouver, cette fois au château de Gaillon, pour négocier un traité, qui est d'ailleurs connu sous le nom de traité de Gaillon. Et dans ce traité, eh bien, en échange de quelques autres concessions, notamment en Val-de-Loire, Richard Cœur de Lion va laisser à Philippe Auguste plusieurs places fortes du Vexin, dont le château de Gisors. On sait que le grand maître de l'ordre du Temple, Jacques de Molay, eh bien, il a été détenu à Gisors. Or, Gisors, le seul endroit où on peut détenir un prisonnier, c'est la forteresse. À Gisors, il y a ce qu'on appelle une tour philippienne, c'est-à-dire une tour qui a été construite par le roi Philippe Auguste. Elle s'appelle la tour du prisonnier. Or, ces tours, on le sait dans d'autres exemples, par exemple le château de Dourdan, par exemple le château de Péronne, où il y a des tours similaires, qu'elles servent régulièrement de prison. On peut donc raisonnablement supposer que Jacques de Molay, ainsi que d'autres dignitaires du Temple, aient été écroués dans la tour construite par Philippe Auguste, que l'on appellera plus tard la tour du prisonnier. La tour du prisonnier a été ainsi nommée au XIXe siècle, à une époque où on fantasme vraiment beaucoup le Moyen-Âge, et à l'intérieur de laquelle on retrouve des graffitis. Certains sont d'une finesse exceptionnelle, et la légende dit qu'un prisonnier aurait gravé l'ensemble de ces graffitis à l'aide d'un clou unique qu'il aurait réussi à arracher de la porte. Et qu'une fois ce clou usé ou cassé, le prisonnier en serait mort de chagrin. C'est un usage souvent pour les prisonniers de graver des graffitis sur les murs de ce qui est leur prison. Donc Gisors n'est pas en soi une exception du fait qu'il y ait des graffitis sur les murs. Ces graffitis, on ne sait pas exactement par qui ils ont été réalisés. On parle notamment d'un certain Nicolas Poulain, sur lequel on ne sait pas grand-chose. Donc, il est difficile de rattacher une personnalité bien déterminée au graffiti de Gisors. Par contre, on y trouve beaucoup de motifs religieux, ce qui signifie que c'est certainement une façon pour les gens qui les ont effectués de continuer à avoir une forme de dévotion, de pouvoir prier. Les graffitis de la tour du prisonnier ne sont pas le seul mystère qui entoure le château de Gisors. En 1928, la mairie engage Roger Laumois comme jardinier et gardien du château. Ce sont les fouilles clandestines qu'il entreprend qui rendent célèbre la forteresse. Il a commencé à creuser au niveau de la haute cour, là où existait déjà un puits. Il s'est cassé une jambe, donc il a plutôt choisi ensuite de creuser à partir des caves. Donc il a vraiment créé des boyaux à l'intérieur de la motte, mais ne les a pas étayés. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il a averti la mairie d'avoir trouvé une chapelle. Il en a donné les longueurs exactes. Il a décrit des sarcophages. Il a décrit un réel trésor. Cette chapelle faisait 30 mètres de long sur 9 mètres de large, 4,50 m de hauteur. Et 19 sarcophages et 30 coffres de 2,50 m de long sur 1,80 m de haut sur 1,60 m de large. Des coffres? Des coffres. C'est en métal doré. En bronze, probablement. Probablement. Remarquez qu'il n'y a aucune c'est pas oxydé. Ça, en frottant dessus, ça brille comme ça. La mairie n'accorde pas de crédit aux déclarations de son employé, mais dépêche tout de même le commandant des pompiers. Celui-ci est rompu aux accès difficiles, mais les travaux de Laumois sont tellement instables que le soldat du feu ne peut aller au bout. Il a néanmoins le réflexe de jeter une pierre et entend une résonance. C'est la dernière fois que ce puits est observable. Les excavations trop dangereuses sont rebouchées et le gardien licencié dans la foulée. Le problème, c'est que malheureusement, ça va déclencher, à la suite d'un livre qui va paraître au début des années 60, de Gérard de Sède, qui s'appelle « Les Templiers sont parmi nous », une espèce de frénésie autour de Gisors qui va attirer vers le château tous les radiesthésistes, tous les médiums, tous les chercheurs de trésors amateurs de la création. Toutes ces fouilles clandestines vont simplement fragiliser la motte. Et il a fallu consolider l'ensemble du site qui était réellement menacé à ce moment-là. Il y a des piliers de béton qui ont été coulés, 15 piliers de 27 mètres.
Le seul élément concret de cette histoire de Gisors, c'est surtout et avant tout que ça a failli mettre en péril un trésor dont les siècles précédents nous avaient gratifiés. La ville et ses élus ont la responsabilité d'entretenir le patrimoine pour sa sécurité, mais aussi pour le transmettre aux générations futures. Donc actuellement, le chantier en cours, c'est la tour dite du prisonnier, qui est une tour qui date du XIIIe siècle. On va pouvoir réouvrir cette tour fermée au public depuis 20 ans. Les Gisorsiens sont très attachés au château parce que déjà, il est en cœur de ville. C'est un jardin, donc tout le monde peut s'y promener, le découvrir avec ses enfants. Il a toujours été là, les Gisorsiens ont grandi avec. Ils sont vraiment très attachés à son histoire. À quelques kilomètres de Gisors, une imposante forteresse bâtie sur les hauteurs d'un massif rocheux surplombe la Seine. C'est l'emblématique Château Gaillard, un édifice lui aussi érigé par la rivalité franco-normande. Lorsque Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion signent le traité de Gaillon, la frontière est déplacée et plus aucune fortification ne la protège. Le roi d'Angleterre, également duc de Normandie, pour protéger son royaume, a besoin de verrouiller l'accès à Rouen, capitale normande. Pour ce faire, il exploite la géographie du petit village des Andelys. On a un rocher, en fait, qui se prête à avoir un château assez grand et qui va permettre d'avoir aussi une vue directement sur la Seine. Ce territoire aux Andelys, on n'avait pas le droit de le fortifier parce qu'il appartient aux archevêques de Rouen. Il commence les travaux quand même, donc forcément l'archevêque décide de ne pas se laisser faire. Il pose l'interdit sur la terre de Normandie, ça veut dire qu'aucun office religieux ne peut avoir lieu, donc au Moyen-Âge c'est important, et il en réfère au pape. Le pape, lui, décide qu'il y a un cas de force majeure pour Richard Cœur de Lion, donc il lui donne le droit de garder le site du château et le village pour fortifier, mais il doit dédommager l'archevêque de Rouen et il va lui donner des marais salants, des moulins, enfin des choses qui rapportent de l'argent. D'après ce que nous disent les textes contemporains, il aurait été construit vraiment dans l'urgence, ce qui laisse supposer qu'il y avait un nombre absolument incroyable d'ouvriers mobilisés sur ce chantier pour un coût pharaonique en seulement 1 an. En la voyant, Richard se serait exclamé « Quelle est belle ma fille d'1 an ». Philippe Auguste, en voyant la forteresse, se serait exclamé « Je la prendrai, fût-ce ses murs en fer ». Et Richard Cœur de Lion, de son côté, aurait rétorqué « Je la conserverai, fût-ce ses murs en beurre ». Lors de sa croisade, Richard Cœur de Lion observe les forteresses et éléments défensifs d'Orient. Cette expérience lui permet d'enrichir l'architecture plantagenet et le chantier des Andelys en est l'occasion parfaite. Château Gaillard est un des premiers châteaux européen qui va bénéficier de ces nouvelles connaissances et on le rapproche souvent du krach que Richard a pu voir au Moyen-Orient. Alors c'est pas le krach qu'on connaît aujourd'hui puisqu'il y a eu beaucoup d'évolutions, mais celui que lui a pu voir effectivement, Château Gaillard peut y ressembler. On y trouve des flanquements cylindriques. On trouve par exemple sur le donjon du Château Gaillard des grands arcs pour des machicoulis sur contrefort. On trouve, caractéristique aussi de l'architecture plantagenet, un éperon acéré du côté de l'attaque, sur le donjon. Et puis sur Château Gaillard, on a ce qu'on appelle l'ouvrage avancé, qui est une partie en avant du château lui-même, puisque le site qui a été choisi pour le Château Gaillard est effectivement très bien pour protéger la Seine, mais il a un petit défaut. C'est pas le point le plus haut, c'est pas le point culminant. On a un plateau qui est légèrement plus haut. Donc on ajoute cette espèce de gros contrefort qu'on retrouve aussi sur les forts du Moyen-Orient à l'époque des croisades.
En Richard Cœur de Lion, Philippe Auguste a un adversaire à sa mesure. Mais nul n'est éternel et en 1199, Richard Cœur de Lion trouve la mort en assiégeant une forteresse limousine, un château chalut. Philippe Auguste va mettre à profit la disparition de son principal adversaire pour s'attaquer à un adversaire qui est beaucoup plus faible et beaucoup moins réactif. Cet adversaire, c'est le successeur de Richard Cœur de Lion, le célèbre Jean sans Terre, l'âpre personnage des aventures de Robin des Bois ou d'Ivanhoé. Philippe Auguste divise son armée. L'une attaque par la terre et l'autre par la Seine sur de légères embarcations. Celle-ci est barrée par une série de pieux et des soldats plongeurs doivent ouvrir le passage à la flotte assaillante. L'île au pied du château, qui abritait une résidence ducale, est complètement incendiée. Le village est pillé et une partie de la population se réfugie au château. Là va débuter un siège. Il ne s'agit pas, dans un premier temps, au moins, de prendre la forteresse d'assaut, mais plutôt de l'obliger à se rendre faute de vivres. Donc il va commencer par enserrer toute la place en construisant des forteresses provisoires et va attendre que le temps fasse son œuvre en espérant obtenir la reddition de la garnison. Le château Gaillard est un château qui a été construit pour tenir un siège. Il y a dans ses sous-sols énormément de celliers. On pense qu'il y avait potentiellement un an et demi de réserve alimentaire pour la garnison. Sauf que là, il y a beaucoup de population également avec la garnison. Et ça va poser un petit problème forcément au commandant du château, Roger de Lacy, qui au bout de quelques semaines de siège va décider de chasser cette population pour pouvoir continuer à avoir de la nourriture. Philippe Auguste va refuser de laisser passer ces populations qui vont littéralement mourir de faim entre la garnison de Château-Gaillard qui ne veut plus les laisser rentrer et les troupes de Philippe Auguste qui les empêchent de sortir. Cette espèce de no man's land va devenir un mouroir atroce. Après plusieurs mois de siège, l'armée française devient plus offensive, avec notamment l'utilisation d'un trébuchet, une puissante arme de jet encore très peu utilisée à l'époque, qui a certainement un fort impact psychologique sur les défenseurs. Mais ce sont les soldats spécialisés dans la sape qui permettent la première avancée française. Cette technique consiste à creuser la roche sous les bâtis et d'allumer un feu dans la percée, ce qui a pour effet de faire s'écrouler une partie des fortifications. De nos jours, nous pouvons encore voir une langue de végétation à l'endroit de cette sape. L'opération aboutit, l'ouvrage avancé est pris. Ce succès français n'est néanmoins qu'une première étape, puisque les assiégés se replient et restent bien protégés dans la seconde enceinte fortifiée qu'est la basse-cour. Pour pouvoir pénétrer dans cette basse-cour, ils vont chercher s'il n'y a pas une petite entrée dérobée, un endroit un peu moins bien protégé dont ils pourraient se servir. On sait qu'on a une vingtaine de soldats, a priori, qui se seraient retrouvés de nuit en contrebas d'une chapelle qui a été ajoutée par Jean sans Terre dans le château Gaillard, avec des fenêtres qui ont été ouvertes vers l'extérieur. Et donc les Français vont pouvoir entrer en se faisant la courte échelle. On a vraiment beaucoup de détails dans certaines archives. Et certains des soldats français vont réussir à ouvrir le pont-levis de la basse-cour à toute leur armée qui attend derrière. Autour de cette prise de la basse-cour, on a très longtemps dit que Château-Gaillard avait été perdu par ses latrines. Très longtemps dans l'histoire de France, on n'a sûrement pas vraiment osé dire que le roi de France, Philippe Auguste, avait attaqué le Château-Gaillard par sa chapelle. On a donc privilégié le conduit de latrine très près pour expliquer l'entrée possible des Français. Et puis reste la dernière enceinte, plus le grand donjon. Mais là, le gouverneur de la place, Roger de Lacy, va tout simplement décider de se rendre. Il sait très bien qu'il ne peut plus résister. Il attendait éventuellement des secours de Jean sans Terre qui ne viendront jamais. Et la reddition est la seule solution possible. Château-Gaillard est tombé. L'armée française poursuit son avancée, conquiert Rouen ainsi que toute la Normandie. Celle-ci est donc intégrée au royaume de France. La forteresse perd son rôle de vigie frontalière et n'a plus d'intérêt militaire. Comme beaucoup d'autres châteaux forts, en plus d'accueillir une garnison, il est utilisé comme prison. Les plus célèbres de ces prisonnières sont les belles-filles de Philippe le Bel, Jeanne
et Marguerite de Bourgogne. Ces dernières se sont rendues coupables d'adultère, retrouvant secrètement leurs amants à la Tour de Nesle. Ainsi, le doute risque de planer sur la légitimité de la descendance royale. C'est la fameuse affaire des Bru du roi et qui va remettre en question les ordres successoraux au trône de France. Blanche et Marguerite, donc, vont être enfermées à l'intérieur du château Gaillard pendant que leurs amants subiront un supplice abominable pour crime de lèse-majesté. Adultère avec une femme de sang royal, on considère ça comme un lèse-majesté. Et puis, cette Marguerite de Bourgogne, elle pose problème parce que le mariage entre Louis, le prince Louis le Hutin, l'empêche de se remarier. Alors ça, c'est un véritable problème pour lui, parce qu'il n'a pas d'autre enfant qu'une fille avec Marguerite, qui est soupçonnée, qui plus est, de bâtardise. Et puis Marguerite va être retrouvée morte après à peu près 1 an d'enfermement. Alors bien sûr, il y a plein de mystères autour de cette mort. Dans les romans, dans les films, on voit souvent qu'elle a été étranglée ou étouffée dans sa cellule. Ça, ce n'est pas prouvé. Mais c'est vrai que les faits jouent contre Louis X le Hutin, puisqu'il avait en fait déjà contracté un nouveau mariage et qu'il n'attendait effectivement que la disparition de sa femme pour pouvoir se remarier. Un siècle plus tard, lors de la guerre de 100 ans, le château Gaillard n'est plus un emplacement aussi stratégique qu'à l'époque de Philippe Auguste. Il est néanmoins le théâtre de 4 sièges. Et comme un retour de l'histoire, ce sont désormais les Anglais qui encerclent la place. Les puits du château Gaillard sont très profonds. Il y en avait 3. Et lorsque la dernière corde du dernier puits accessible, celui de la haute cour, du donjon, vient à casser, eh bien les soldats sont obligés de se rendre et de laisser le château pour une histoire de corde cassée. Au XVIIe siècle, le château n'est plus entretenu et des pierres de la forteresse commencent à tomber sur les habitations des Anglisiens. La population demande donc le démantèlement du château Gaillard pour l'utiliser comme carrière. Deux rois de France successifs vont donc autoriser ce démantèlement, Henri IV et Louis XIII, qui vont permettre alors d'abord à des ordres religieux de venir se servir pour pouvoir restaurer, réparer ou construire des églises, des couvents. Et le château va énormément changer de figure au cours de ce début du XVIIe siècle pour ressembler plus à ce qu'on en connaît aujourd'hui, avec des pans de murs entiers qui sont sapés pour les faire tomber et pour les faire disparaître finalement. Alors que l'on considérait depuis des lustres les monuments anciens, les vestiges, même les grandes cathédrales, on considérait ça un peu comme des verrues dans le paysage que l'on regardait en se disant bah voilà, elles sont là, on n'a pas le choix et on les conserve, on ne peut pas les abattre complètement. Au XIXe siècle naît véritablement une notion de préservation et de conservation de ce qui est considéré de plus en plus comme du patrimoine. Même si son bâti, lui, reste en ruine, eh bien, il a un renouveau dans sa notoriété pour son côté vraiment ruine romantique typique qu'on adore en Europe au XIXe siècle. Le XIXe siècle est aussi celui qui voit l'apparition de l'impressionnisme. Et la lumière, les paysages de Normandie les inspirent. William Turner, Jean-Eugène Clary et Paul Signac, par exemple, posent leur chevalet aux Andelys sur les berges de Seine et Château Gaillard devient leur modèle. Château Gaillard reste pour beaucoup de gens un monument, un site très très important. Alors déjà pour les Andelisiens, pourquoi c'est une fierté d'avoir Château Gaillard? Parce qu'aujourd'hui on en parle toujours beaucoup. Il est dans tous les livres d'histoire et il est aussi très important pour une partie des Anglais. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'Anglais qui viennent visiter le Château Gaillard en disant quand ils arrivent, c'est un peu aussi notre château puisque c'est Richard Cœur de Lion qui l'a fait construire et que Richard Cœur de Lion c'est avant tout un roi anglais. Et on va jusqu'aux Américains, puisque aux Andelys, on a aussi des croisières sur la Seine qui s'arrêtent forcément pour visiter Château Gaillard. Et les Américains, ils ont pour beaucoup des racines en Angleterre. Et donc ce côté Richard Cœur de Lion fait qu'il y a des gens qui restent attachés à cette ruine, à ce château, pour son histoire en fait. Mais le patrimoine castral normand ne se limite pas aux châteaux forts médiévaux.
Au nord des Andelys, aux environs de Rouen, le château de Martainville propose une architecture charnière, manifestement du début de la Renaissance, mais conserve des codes des forteresses du Moyen-Âge. Il s'agit d'une demeure rurale de briques roses qui ne semble pas avoir été érodée par les siècles. Et pourtant, s'il n'était pas devenu un musée dédié à la Normandie, il serait probablement devenu ruine. Le château de Martainville, eh bien, c'est en fait un rêve de grandeur. C'est le rêve en fait d'un personnage qui s'appelle Le Pelletier, Jacques Le Pelletier. C'est quelqu'un qui est très en vue à Rouen. Il est échevin. Ce sont les gens qui administrent la cité. Il a gagné énormément d'argent en affrétant des navires, en revendant ses marchandises, mais son rêve est de devenir noble. Or, noble, il ne l'est pas. Pour ce faire, il va acheter un domaine à Martainville. Et sur ce domaine, il va vouloir faire construire un château. Il va même aller plus loin. Il va abandonner le négoce, tout simplement parce qu'un noble se doit de vivre du produit de sa terre. Le château de Martainville est l'exemple, je dirais, phare de l'architecture de la première Renaissance en Normandie. En fait, il est assez précoce dans sa construction, puisqu'il a été construit en seulement une dizaine d'années, entre 1485 et 1495. Le bâtiment de Jacques Le Pelletier, en ce début de Renaissance, conserve certains codes des forteresses du Moyen-Âge. Les massifs tours circulaires, les meurtrières et les pierres sciées qui évoquent des machicoulis. Ces éléments n'ont plus d'efficacité défensive depuis les progrès de l'artillerie, mais ils sont là pour marquer la puissance du seigneur des lieux. En faisant ça, Le Pelletier cherche à montrer qu'il est, sinon noble, mais qu'il est le maître de la terre. Et ce château, c'est le marque de l'appartenance d'une terre à un personnage. L'utilisation de la brique est très précoce à cette époque, mais Jacques Le Pelletier, qui commerçait avec les Flandres, s'est inspiré de l'architecture des Flandres et donc de l'utilisation de la brique. Il ne reste aucune trace des jardins tels qu'ils étaient à la construction du château en 1485. Les premières archives qui permettent de les imaginer datent du début du XVIIIe siècle. Au pied du château était le potager, ainsi que le jardin d'agrément à la française, auquel le seigneur pouvait accéder directement grâce à la porte de la façade est. Plus largement, l'édifice était entouré d'un parc de 25 hectares, avec un verger et un bosquet qui alimentait la demeure en bois de chauffage. Le jardin qui vous est proposé aujourd'hui, qu'on appelle le jardin retrouvé, est un jardin d'inspiration Renaissance au niveau de son tracé qui est très géométrique, avec un axe central, et par contre qui est contemporain dans ses plantations, puisqu'on y trouve des graminées, qui sont des essences contemporaines. Il y a également un héritage, une tradition, puisque le jardin est ceinturé par endroits de pommiers et de poiriers en cordon, qui rappellent le verger tel qu'il pouvait être au XVIIIe siècle au château de Martainville. Et puis, on va évidemment trouver un colombier, un pigeonnier. Que ça, c'est un privilège type de la noblesse. Précisons que, sur la fin de sa vie, Jacques Le Pelletier obtiendra le titre d'écuyer, qui est, on pourrait dire, un premier pied pour rentrer dans la noblesse. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, imaginez par exemple bien un paysan qui vient de semer son champ, et juste derrière, les pigeons du seigneur local qui viennent s'abattre. Et on trouvera régulièrement inscrit dans les cahiers de doléances de 1789, avant la Révolution française, l'abolition de ce droit de colombier. En réalité, c'est un château à l'intérieur tout à fait moderne, puisqu'on entre directement après le pont-levis dans un couloir central qui dessert au rez-de-chaussée, au premier, au deuxième et au troisième étage, les pièces d'habitation, les pièces de vie. Et le château de Chenonceau, notamment dans les Pays de la Loire, va s'inspirer de l'organisation spatiale du château de Martainville. Jacques Le Pelletier, premier du nom, s'éteint en 1510. Lui succède son neveu, Jacques Le Pelletier également, donc deuxième du nom, qui lui va faire également de grands travaux. Il va par exemple vouloir élargir les fenêtres.
Il va vouloir faire combler les fossés. Nous sommes à la Renaissance, le roi François Ier construit Chambord. Et il faut concevoir qu'on change véritablement d'époque. La noblesse ne veut plus se contenter de vivre dans des espaces sombres. Elle veut des demeures ouvertes sur l'extérieur, souvent avec des jardins, avec des grandes fenêtres, des grandes portes. On change d'époque, on change aussi de conception et on change à la fois de mentalité et de mode, tout simplement. Ensuite, le château reste dans la famille et c'est Richard Le Peletier qui va obtenir en fait l'anoblissement et la transformation du nom de Le Peletier en de Martainville en 1571. Le château va rester dans la famille de Martainville jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Ensuite, c'est une branche secondaire de la famille qui va en hériter. Ce XVIIIe siècle est celui de l'essor paysan en Normandie. Et le domaine de Martainville n'est pas en reste. Les paysages normands se modifient. Les terres les moins propices à la culture céréalière deviennent des prairies pour l'élevage bovin. Les produits laitiers normands sont très appréciés et gagnent rapidement en renommée. Les différents fromages, mais surtout la crème et le beurre, ont un franc succès et peuvent être vendus jusqu'à Paris. La région fournit 55% du beurre frais et jusqu'à 90% du beurre salé de la capitale. Et le château va ensuite passer de propriétaire en propriétaire. On sait notamment qu'en 1856, l'ensemble du mobilier du château de Martainville est dispersé, il est vendu. Il est occupé par les Prussiens en 1870, qui vont brûler de nombreuses boiseries. Ensuite, le château est vendu à un huissier de Blainville-Crevon en 1894, qui va commencer à le démembrer. C'est un marchand de bestiaux en 1905 qui va le racheter. Et donc à ce moment-là, le château est en très mauvais état, bien qu'il ait été inscrit en 1889 sur la liste des monuments historiques. Mais comme il est en très mauvais état, l'État s'en soucie et en 1906 va racheter le château de Martainville, qui va être dans un premier temps dévolu au ministère de l'Agriculture, qui va servir de dépôt des œuvres d'art de l'ensemble du front nord pendant la Première Guerre mondiale, et puis qui va devenir en 1955 le premier musée des arts et traditions populaires en Normandie. C'est le premier conservateur du musée, Daniel Lavallée, qui a collecté les pièces de ce musée, qui a ouvert en 1961. L'exposition permanente rassemble entre autres une collection qui retrace l'histoire du mobilier en Normandie et notamment des armoires. En effet, l'armoire normande est un meuble célèbre. Et c'est certainement parce qu'elle a une position centrale dans l'une des traditions de la région. Dans la première partie du XIXe siècle, ce meuble est la dot offerte aux mariés. Le chêne est coupé dès la naissance de la jeune fille. Les planches débitées à sa communion et assemblées seulement au moment des fiançailles. Il s'agit de véritables chefs-d'œuvre, admirés le jour des noces, et les ébénistes ne peuvent en fabriquer que 2 par an. C'est donc souvent la date de livraison de l'armoire qui détermine le jour de la cérémonie. Toute la Normandie regroupe un ensemble de centres potiers qui est très important, puisqu'on avait un gisement d'argile important dans ce qu'on appelle la boutonnière du Pays de Bray, qui court sur la Seine-Maritime jusqu'au Beauvaisis. On a donc, en Seine-Maritime plus précisément, d'importants centres faïenciers, tels que le centre de Forges-les-Eaux, qui à la fin du XVIIIe siècle produisait de la faïence fine héritée de l'Angleterre, puis de la faïence stanifère, celle qu'on appelle aujourd'hui communément à cul noir. On a tout ce qu'il faut en fait pour produire du verre et de la céramique. On a des forêts, donc du bois abondant, où on peut construire donc des fours. On a du sable et on a de la fougère également, qui est particulièrement intéressante pour le verre, pour les productions verrières. Au deuxième étage, on évoque la vie au XIXe siècle dans les fermes des différents territoires de l'ancienne Haute-Normandie. Donc, on aborde le mobilier, la vie quotidienne sur le département de l'Eure, dans le pays de Caux, dans le pays de Bray et sur le littoral.
Ensuite, le dernier étage est dédié à l'histoire textile et l'histoire du costume en Normandie, mais également à l'histoire de la musique, puisque la Normandie est un centre de luthiers et de facteurs importants depuis le Moyen-Âge. Martainville et son musée incarnent le lien qu'entretiennent les Normands à leur patrimoine matériel autant qu'immatériel. Et la littérature occupe une grande place au sein de ce dernier. Les histoires racontées par Gustave Flaubert ou Guy de Maupassant, par exemple, se nourrissent de l'atmosphère de leur Normandie natale. Et elles servent souvent de décor à leurs intrigues. Les habitants du territoire le leur rendent bien et en font une fierté. Plus proche du littoral, près de Dieppe, le 5 août 1850, le château de Miroménil est le lieu d'un heureux événement. Ce petit être qui voit le jour, c'est Guy de Maupassant. Un événement qui contribue à l'identité du château, bien que l'histoire de ce dernier soit beaucoup plus ancienne. La partie la plus ancienne, encore en élévation sur le domaine de Miroménil, c'est la chapelle. Elle est héritée des constructions antérieures. Elle est dans une clairière, elle a un aspect extérieur assez rude, de silex et de grès. Et quand vous passez la porte, eh bien, c'est absolument incroyable. Donc vous avez à la fois des boiseries 18e, vous avez des statues en pierre polychromée du 16e, d'inspiration flamande, qui n'ont pas été décapitées, incroyable. Vous avez des vitraux aussi du 16e qui sont magnifiques. Après la forteresse médiévale, il y a une place forte qui est exactement sous l'actuel château et qui a été démolie en 1589. 1589, bataille d'Arques, Jacques Diel part guerroyer aux côtés d'Henri IV et quand il revient, son château a été complètement démoli et par les troupes d'Henri IV et par les troupes du duc de Mayenne. Et on s'est servi quand même des fondations, qui étaient quand même des choses assez importantes, et surtout du point d'eau qui existait pour reconstruire l'actuel château. Ce château est intéressant à plus d'un titre parce que, en fait, il a deux visages. Il a une façade sud qui est assez caractéristique de l'époque Henri IV, avec une grande façade en briques rouges. On retrouve toujours aux angles, symbole de puissance, symbole de noblesse, de grosses tours. Rondes qui marquent la puissance du seigneur des lieux. Il y avait autrefois des meurtrières qui permettaient de se défendre, de se battre. Et Jacques Diel ensuite est mort et c'est son neveu qui a repris Miroménil qui lui a agrémenté la façade nord. Et cette façade nord, donc il y a 50 ans d'écart finalement entre les deux façades et elle était là plus du tout parce qu'on faisait la guerre mais au contraire pour montrer qu'on avait un super beau château. On va trouver par exemple des pilastres engagés, on va trouver un décor de sculpture. Les angles sont beaucoup plus droits, on a moins de formes rondes. Vous avez évidemment les pots à feu qui sont incroyables, qui sont sur le toit. Et on mettait de l'huile dedans, qu'on allumait et ça permettait d'illuminer la façade. Ensuite, on a percé les grandes fenêtres pour avoir vraiment cette lumière traversante qui est absolument magnifique et qui caractérise aussi les lieux. Et on a un château finalement à taille humaine. Les armoiries sur la façade nord sont celles d'Armand Thomas Hue de Miroménil, personnage illustre que le domaine de Miroménil donne à la France. Celui-ci marque les esprits par son empathie et sa bonté envers les plus démunis. Garde des Sceaux de Louis XVI et premier président du Parlement de Normandie, il est particulièrement concerné par la condition des paysans travaillant sur ces terres et engage un médecin et un boulanger afin de combattre la famine et les épidémies. Ce personnage-là, c'est un peu l'archétype de ce que l'on appelle en ce temps l'honnête homme, c'est-à-dire un homme de bien, curieux de tout, plutôt amène vis-à-vis de ses interlocuteurs, sans prétention excessive. C'est lui, notamment, qui demande et qui obtient, en 1780, la suppression de la torture dans les procédures judiciaires.
Un petit clin d'œil parisien, vous savez qu'il y a la rue de Miromesnil, la station de métro Miromesnil, eh bien c'est le même homme. Et c'est un des rares hommes à avoir eu une rue à son nom de son vivant, hein, ce qui était absolument exceptionnel. Et donc, au moment de la Révolution française, il a été arrêté, envoyé en prison, il y a eu une accalmie et il a réussi à s'installer à Miromesnil. Et là, on a une trace amusante de son installation puisqu'il a écrit une lettre aux révolutionnaires où il termine par « Salut et fraternité, votre concitoyen ». Donc c'était un type qui avait tout compris et il est mort de sa belle mort dans son château. Autre personnage capital pour l'histoire de Miromesnil, c'est bien évidemment Guy de Maupassant. Alors Guy de Maupassant, aucun Normand ne peut vous parler de Guy de Maupassant sans avoir un petit coup de cœur. C'est l'âme normande de Maupassant. Les parents de Guy de Maupassant se sont installés à Miromesnil en 1849. Jeune couple, sans maison vraiment fixe. Alors les Maupassant sont restés ici 4 ans. Guy de Maupassant a fait ses premiers pas. Je pense que le cèdre du Liban, qui est derrière, dans le parc, côté sud, est témoin sans doute de tout ça. Maupassant est revenu une fois avec un de ses amis, qui s'appelait Robert Pinchon. Et il a écrit une lettre à sa maman en disant « Je suis revenu à Miromesnil, ça ne m'a rien rappelé du tout, c'est lugubre et les gens qui sont dedans ont l'air bêtes. » C'est remarquable, c'est pas très vendeur. À l'époque, c'était pas nous, donc ça tombe bien. Mais voilà, c'était un peu une des seules traces que nous avons du passage de Maupassant adulte à Miromesnil. Le domaine de Miromesnil, en plus de son château, est reconnu pour son patrimoine végétal. L'édifice est au milieu d'une futaie de 200 hectares composée de hêtres, largement bicentenaires, haute d'une 40aine de mètres. Les actuels occupants du château, la famille Romatet, a à cœur d'entretenir et d'enrichir le parc, le jardin et le potager. Mais le joyau de cet espace, c'est le gigantesque cèdre du Liban d'une hauteur supérieure à celle du château, qui domine le parc depuis 2 siècles. Le domaine de Miromesnil est classé Jardin remarquable de France. Cet écrin préserve et met en valeur le château. À un endroit, c'est-à-dire dans la perspective du château, il y a une absence de mur et à la place, il y a un saut du loup. Alors le saut du loup, c'était un procédé génial qui permettait d'avoir un fossé suffisamment profond et large pour éviter que les animaux ne rentrent manger toutes les fleurettes des jardins à la française et en même temps de préserver la perspective. Donc c'est ça aussi qui est intéressant à Miromesnil. Vous avez 1 kilomètre de perspective pratiquement du bout de la propriété sud jusqu'au nord. Donc on est au cœur de la nature quand on est dans le château et cette nature, elle rythme la vie. Les saisons sont extrêmement importantes. Il y a beaucoup d'oiseaux en ce moment. Les premières hirondelles viennent d'arriver. Et voilà. Et c'est le début d'une nouvelle saison qui commence. Les petites feuilles vertes d'un vert tendre extraordinaire sont en train de pousser. Et on va avancer comme ça au rythme et au fil de la saison. Et il se trouve que sur le côté gauche du château, vous avez caché derrière le mur de briques roses le jardin potager. Et les murs permettent à la fois de refléter la chaleur. Donc tout ce qui pousse ici a à peu près 3 semaines d'avance de plus que ce qui pousse aux alentours, ce qui est amusant, protège du vent également et empêchait ou les lapins ou les petits animaux et les humains de venir voler une délicieuse carotte ou un petit chou qui est en train de grandir, etc. Nous nous nourrissons des légumes, donc évidemment il y a très peu de produits toxiques, ça c'est évident. Et vous avez dans un coin du potager également la petite serre. C'est là où on sème toutes les graines que nous achetons et tous nos bébés grandissent et ensuite tout est repiqué dans le jardin potager. Ce jardin potager est aussi composé de 4 grands carrés et qui permet également une rotation des cultures. Ça c'est absolument essentiel si on ne veut pas épuiser la terre. Et là vous avez un mélange de fleurs, de fruits et de légumes. Miromesnil est pour moi une maison d'enfance. J'ai passé vraiment beaucoup de week-ends, beaucoup de vacances. C'était génial de revoir les cousins qui venaient tous.
il est vrai qu'actuellement, c'est un énorme défi que de s'occuper d'un endroit pareil, mais chaque jour apporte son lot de catastrophes et de bonheur. Alors tant que c'est équilibré, tout va bien. On a essayé de comprendre ce que c'était Miromesnil. Nous essayons toujours de le développer en gardant cet esprit des lieux. Et finalement, c'est un endroit qui touche les gens. Et s'ils peuvent oublier ici ce qu'ils peuvent vivre à l'extérieur et qui peut être terrible et difficile, surtout en ce moment, et bien voilà, je crois que c'est ce que nous cherchons toujours à faire. Je peux peut-être juste ajouter une chose en disant qu'il y a beaucoup de châteaux en France et je suis étonnée et bluffée par le fait que tous les gens qui s'occupent de ces châteaux ont cette énergie, ont cette passion et cette envie de sauver le patrimoine. C'est pas qu'un tas de vieilles pierres, quoi. C'est un endroit qui vit, qui continue à faire vivre la mémoire de choses qui se sont passées et ça, je crois que c'est absolument magnifique, quoi, vraiment. L'une des particularités des châteaux qui ont été bâtis sur la terre de Normandie, c'est leur extraordinaire diversité. Les forteresses médiévales qui sont intégrées au paysage accueillent les promeneurs et côtoient les riches demeures de la Renaissance qui, elles, contribuent à l'activité culturelle de la région. Chacun de ces édifices a donc su se réinventer à sa manière. Et tous sont témoins d'une histoire qui continue de s'écrire.